Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir les pannes électriques en amont de votre chauffe-eau. Cette vidéo consiste à une recherche de panne en amont de votre chauffe-eau, c'est-à-dire entre votre chauffe-eau et votre tableau électrique. Il peut avoir plusieurs possibilités de panne électrique. Avant de faire une recherche de panne sur votre chauffe-eau, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons voir en détail toutes les possibilités de panne qui peuvent arriver sur votre installation. Cette vidéo va être divisée en 8 cas de panne. Je vais vous montrer les étapes à suivre, comment bien rechercher une panne électrique sur un chauffe-eau. En premier temps, on va se consacrer sur la partie puissance de votre chauffe-eau et par la suite, on fera la partie commande. Afin de clarifier notre recherche de panne, je vous ai fait un schéma électrique qui est ici pour que vous puissiez bien comprendre les étapes à suivre. Premier cas, interrupteur différentiel qui alimente le disjoncteur divisionnaire du chauffe-eau ne fonctionne pas. Ce premier cas de panne est très facile à localiser. Si votre interrupteur différentiel ne fonctionne pas, cela signifie que plusieurs disjoncteurs divisionnaires qui sont alimentés par cet interrupteur différentiel ne fonctionnent pas non plus. Si cela vous arrive, il se peut que ce soit une fuite de courant qui a fait déclencher votre interrupteur différentiel. Pour trouver la panne, je vous invite à voir la vidéo qui se nomme « Fuite de courant ». Déclenchement intempestif interrupteur différentiel afin que vous puissiez suivre étape par étape la recherche de panne. Deuxième cas, les peignes qui alimentent les disjoncteurs divisionnaires sont mal serrés. Pour bien se situer sur le schéma et sur l'installation, ici, on a les peignes qui distribuent vers nos disjoncteurs qui sont ici. Cette panne-là est un cas typique si vous venez de rénover votre tableau électrique. Un oubli de serrage ou un disjoncteur mal serré peut fonctionner pendant quelques temps et dès qu'il y a une charge, c'est-à-dire un peu de consommation, cela peut créer un danger sur votre installation. Même cas pour le serrage à la sortie de votre disjoncteur divisionnaire. Dans ce cas de figure, quand vous prenez la mesure de tension avec votre multimètre, vous pouvez avoir une tension aléatoire. Vous pouvez avoir par exemple 80 volts, 114 volts, 200 volts, 230 volts, etc. Pour éviter ce problème, il est important de bien vérifier le serrage de toutes les connexions. Comme notre cas qui est ici, mon interrupteur différentiel levé, mes deux disjoncteurs, le D2 qui protège ma télécommande et le D1 qui protège ma partie puissance sont levés. Quand le contact C1, C2 de mon compteur est actionné, mon chauffe-eau qui est remplacé par notre lampe ici n'est pas alimenté. Exemple. Ma bobine est actionnée, mais par contre, mon chauffe-eau n'est pas alimenté. Ça, c'est un cas typique de problème de serrage. Pour résoudre le problème, ce que je vais faire, je vais mettre à off mon interrupteur différentiel et je vais resserrer mes vis de connexion qui sont en amont ou en aval. Et là, vous constatez que la vis qui est ici n'est pas serrée. Je lève mon interrupteur différentiel ID et je refais le test. Vous constatez que mon chauffe-eau est alimenté. Troisième cas, le disjoncteur de protection de votre chauffe-eau qui est hors service. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre disjoncteur de protection peut être défectueux même sur la position 1. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une tension qui arrive en amont et en aval, pas de tension qui sorte. Pour vérifier si c'est le disjoncteur qui est hors service, c'est très simple. Je vérifie d'abord en amont si j'ai bien une tension qui arrive. Si c'est le cas, je vérifie ensuite en aval si j'ai une tension qui sorte. Si je n'ai pas de tension qui sorte, je serre les vis en prenant toutes les précautions de sécurité, en baissant l'interrupteur différentiel et pour aller plus loin en utilisant un tournevis isolé. Après cela, je refais le même test, c'est-à-dire vérifier en amont si j'ai bien une tension et aussi en aval. Si je n'ai pas de tension en aval de mon disjoncteur, cela signifie que celui-ci est hors service. Quatrième cas, contacteur chauffe-eau qui ne fonctionne pas.
Pour vérifier si ce n'est pas le contacteur chauffe-eau qui est hors service, il y a 3 façons. Tout d'abord, avec votre multimètre comme précédemment, je vérifie une présence de tension à l'arrivée de mon contacteur. Si je n'ai pas 230 volts, le problème est entre mon disjoncteur et mon contacteur. C'est-à-dire, si je n'ai pas 230 volts en mesurant entre 1 et le 3 de mon contacteur, le problème est entre mon disjoncteur, à la sortie de mon disjoncteur qui est ici, et mon contacteur, c'est-à-dire entre ici et ici. Petite parenthèse, dans notre cas de figure, on est sur un contacteur 230 volts. Vous pouvez aussi avoir un contacteur qui est sur un réseau 400 volts. Donc, si je n'ai pas 230 volts qui arrivent sur mon contacteur, le problème est entre mon disjoncteur et mon contacteur, c'est-à-dire le fil phase et le fil neutre qui alimente mon contacteur, mais également le serrage des fils sur mon contacteur. Vu que précédemment, à la sortie du disjoncteur, j'avais 230 volts, je vérifie les serrages des fils qui alimentent mon contacteur. Bien sûr, en se mettant en sécurité. Dans ce cas, ici, je baisse le disjoncteur divisionnaire qui protège mon chauffe-eau. Là, je viens de vérifier le serrage du contacteur. À présent, je vais revérifier si j'ai une tension qui arrive. Si je n'ai pas de tension, le problème vient des fils. Si j'ai une tension, je passe à l'étape suivante. À la sortie de mon contacteur, c'est-à-dire sur la connexion 2 et 4, je vérifie si j'ai une tension. En théorie, je n'ai pas de tension, vu que la bobine de mon contacteur n'est pas actionnée. À présent, je vais mettre en marche forcée mon contacteur, c'est-à-dire je vais mettre le sélecteur qui est ici en position 1. Maintenant que j'ai mis le sélecteur en position 1, je vais vérifier si j'ai une tension à la sortie de mon contacteur, c'est-à-dire sur le 2 et le 4. Si je n'ai pas de tension, cela signifie que mon contacteur est défectueux. Par contre, si j'ai une tension, la panne vient peut-être de la partie commande du contacteur, qu'on verra à la prochaine étape. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'installation électrique d'un contacteur chauffe-eau est divisé en 2 parties. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, si vous n'avez pas vu les vidéos sur le contacteur chauffe-eau, je vous invite à aller dans la playlist contacteur, rupteur, tout ce qu'il faut savoir. Comme ici par exemple sur notre schéma, vous avez la partie puissance qui est ici et la partie commande qui sert à piloter le contacteur qui est ici. 5e cas, à la sortie du contacteur, en marche forcée, j'ai 230 volts. Par contre, au bout de ma ligne, pas de tension. Si vous avez testé avec votre multimètre au bout de votre ligne et que vous n'avez pas de tension, cela signifie que c'est votre câble qui présente un problème. Il est possible que les fils soient coupés par exemple. Par contre, en marche forcée du contacteur, si vous avez de la tension qui arrive jusqu'à votre chauffe-eau et celui-ci ne fonctionne pas, cela signifie que c'est la résistance du chauffe-eau ou le thermostat du chauffe-eau qui présente un problème. Pour effectuer la recherche de panne, je vous invite à patienter. Je ferai une vidéo très prochainement concernant ce cas-là. Maintenant que nous avons vu les procédures ainsi que le cas de figure de recherche de panne sur la partie puissance du chauffe-eau, nous allons voir comment effectuer les procédures de recherche de panne pour la partie commande. 6e cas, disjoncteur de protection de la partie télécommande hors service. Dans ce cas de figure, la recherche de panne est identique à notre recherche de panne sur le cas numéro 3, c'est-à-dire le disjoncteur de protection de votre chauffe-eau qui est hors service. Imaginons qu'ici, par exemple, notre disjoncteur D2 est hors service. J'ai une tension en amont. Par contre, je n'ai pas de tension en aval. Pour la recherche de panne, je fais exactement le même principe que le cas numéro 3. C'est-à-dire, je vérifie d'abord en amont si j'ai bien une tension qui arrive. Si c'est le cas, je vérifie ensuite en aval. Si je n'ai pas de tension qui sorte, je serre les vis en prenant toutes les précautions de sécurité, en baissant mon interrupteur différentiel ID et pour aller plus loin en utilisant un tournevis isolé. Après cela,
je refais le même test précédemment, c'est-à-dire vérifier en amont si j'ai bien une tension et aussi en aval. Si je n'ai pas de tension en aval de mon disjoncteur, cela signifie que celui-ci est hors service. Septième cas, la bobine du contacteur chauffe-eau qui est hors service. Au fil du temps, la bobine du contacteur chauffe-eau peut être défectueuse. Or, sans le bon fonctionnement de la bobine, le chauffe-eau ne peut pas fonctionner en automatique. Pour dépanner en catastrophe, vous pouvez mettre en marche forcée. Mais ce n'est pas le but. Pour tester la bobine du contacteur, il y a deux méthodes. En premier, je baisse le disjoncteur de protection de la télécommande, c'est-à-dire le D2. Sinon, pour se mettre vraiment en sécurité, je baisse l'interrupteur différentiel ID qui alimente cette rangée. Je débranche le fil phase qui va sur mon contact C1 du compteur Linky par exemple. Je débranche le fil qui va sur le A1 de la bobine du contacteur qui vient de mon contact C2 du compteur Linky. Je prends un fil que je branche sur la face de mon disjoncteur et je le branche directement sur le A1 de mon contacteur. Je vérifie le serrage du neutre sur le A2 de mon contacteur. Je lève mon interrupteur différentiel et je lève mon disjoncteur D2 qui protège la partie télécommande. Si ma bobine ne s'enclenche pas, cela signifie qu'elle est hors service. Donc mon contacteur chauffe-eau est défectueux. Deuxième méthode, dans le cas où j'ai mon compteur Linky à côté de mon tableau électrique, le disjoncteur D2 à on, je fais un shunt entre C1 et C2 du compteur, c'est-à-dire là où le fil phase et le fil A1 de mon contacteur arrivent. Si on se réfère à notre schéma, je fais un shunt ici, entre le C1 et le C2. Attention, pour cette manipulation, il est très important de prendre toutes les précautions, car sur le fil qui va sur le contact C1, il y a du jus. Avant de faire la manipulation, bien vérifier que vous ne touchez pas le brin de fil que vous allez utiliser pour faire le shunt, comme ici par exemple. On va faire la manipulation. J'ai mon interrupteur qui est ici, qui remplace le contact C1 et C2 de mon compteur. Donc je vais faire le shunt sur mon C1 et C2. Ce que je viens de faire, c'est de ponter directement mon contact C1-C2 pour éliminer le problème qui peut être ici. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, il est préférable d'utiliser la méthode suivante, c'est-à-dire le disjoncteur de protection de la télécommande D2 baissé, dévisser les fils qui viennent sur le contact C1 et C2. Avant de faire la manipulation que je viens de faire, il est bien évidemment préférable de baisser l'interrupteur différentiel. À présent, prenez un wago et mettez les deux fils dans un wago. Ensuite, levez le disjoncteur D2, le disjoncteur qui protège la partie télécommande, l'interrupteur différentiel. Petite information, les deux fils qui vont sur votre compteur Linky, c'est-à-dire sur C1 et C2, c'est ce qu'on appelle un contact sec. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas votre compteur qui délivre la tension sur les fils, c'est votre disjoncteur de protection de la télécommande qui délivre la tension. Comme sur notre schéma, la tension arrive directement du disjoncteur et va au contact C1. Ce qui veut dire que si je mets à off mon disjoncteur, je n'ai plus de tension qui arrive sur mon contact C1. On continue. Mon disjoncteur D2 levé, les fils qui viennent du contact C1 et C2 reliés ensemble. Si ma bobine ne s'enclenche pas, cela signifie qu'elle est défectueuse. Par contre, dans le cas où j'aurai une horloge, même principe, je prends un bout de fil et je shunt là où mes deux fils arrivent. Habituellement, sur le 1
et le 4. Si ma bobine ne s'enclenche pas, cela signifie qu'elle est défectueuse. Si vous n'avez pas le choix, en provisoire, vous pouvez mettre le fil phase et le fil neutre qui sont à la sortie du contacteur directement sous le disjoncteur qui protège le chauffe-eau. Dans notre cas qui est ici, le disjoncteur D1. Attention, ce cas de figure est vraiment du provisoire pour que vous ayez de l'eau chaude. Car dans cette configuration-là, vous n'auriez plus l'option air creuse et air pleine. Par contre, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger sur votre chauffe-eau. Comme ici par exemple, je me mets en sécurité. J'enlève les 2 fils à la sortie de mon contacteur et je les mets directement sous mon disjoncteur D1. Ne pas oublier d'enlever les fils qui alimentent le contacteur chauffe-eau ou les isoler en mettant un wago sur chaque fil. Je lève mon interrupteur différentiel. Je lève mon disjoncteur D1 qui est ici. Mon chauffe-eau fonctionne directement. Dans ce cas de figure, la partie télécommande ne me sert à rien, ainsi que le contacteur qui est ici. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai alimenté directement mon chauffe-eau sous mon disjoncteur D1. 8e cas, le contacteur chauffe-eau fonctionne en permanence. Si votre contacteur chauffe-eau fonctionne en permanence, cela peut venir de 2 choses. Le contacteur est en marche forcée. Si c'est le cas, il suffit de mettre le sélecteur sur auto. En mettant sur auto, il peut arriver que celui-ci soit grippé et se bloque. En mettant sur automatique, le sélecteur bloqué, tapoter légèrement avec un tournevis et réessayer. Si le sélecteur en mettant en position auto se bloque toujours à 1, il est préférable de le changer. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez le démonter et réparer. Ce cas de figure, je le déconseille car en cas de problème sur votre installation électrique, malheureusement, l'assurance risque de se dédouaner de toute responsabilité. Autre cas de panne sur le contacteur qui fonctionne en permanence. Dans le cas où vous auriez un compteur Linky ou horloge, le principe de recherche de panne est identique. Baissez le disjoncteur de protection de la télécommande, dans notre cas qui est ici le disjoncteur D2. Si la bobine du contacteur se déclenche, cela signifie que les contacts C1 et C2 du compteur, si c'est du Linky, pour une horloge, le 1 et le 4 qui présentent un problème. Pour en être sûr, je prends un wago, le disjoncteur de la télécommande D2 baissé, encore un peu plus de sécurité, je baisse directement mon interrupteur différentiel, je débranche les 2 fils qui vont sur le compteur ou horloge. Et je mets les 2 fils sur le même wago. Comme ici par exemple pour le compteur. Pour l'horloge, c'est exactement la même chose. Vous débranchez le fil qui va sur le 1 et le fil qui va sur le 4 et vous les mettez ensemble. Je lève mon disjoncteur de commande D2. La bobine s'enclenche. Si c'est le cas, cela signifie que c'est votre compteur ou interrupteur horaire qui présente un problème. Petite astuce pour faire ce test, par exemple si vous avez un interrupteur comme ici, vous pouvez mettre les fils sur l'interrupteur directement. Comme ça, vous pouvez allumer ou éteindre. Si vous constatez que le contacteur, c'est-à-dire la bobine du contacteur, s'enclenche et se déclenche, ça signifie que c'est le contact du compteur ou de votre horloge qui présente un problème. Si on regarde schématiquement, c'est notre contact C1 et C2 qui se ferment en permanence. De ce fait, la bobine du contacteur reste toujours enclenchée. Pour simplifier, c'est comme si le fil phase qui est ici arrive directement sur le A1 de la bobine du contacteur sans passer par le contact qui est ici.
Si c'est un compteur Linky par exemple ou autre compteur qui appartiennent à votre fournisseur d'électricité, il faut absolument contacter votre fournisseur d'énergie pour résoudre le problème. Maintenant que vous savez comment rechercher une panne électrique sur votre chauffe-eau, je vous demande juste une chose, c'est de partager un maximum la vidéo sur les réseaux sociaux et de laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour que je puisse savoir si cette vidéo a pu vous aider dans votre recherche de panne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.